nous avons des informations de dernière minute sur la guerre entre les États-Unis et l'Iran. La marine des États-Unis vient d'annoncer qu'elle va reprendre l'escorte des navires à travers le détroit d'Ormuz. On ne sait pas s'ils vont avoir un accompagnement physique ou juste des indications sur la direction à prendre. Il y a des signes qu'ils pourraient escorter des véhicules par là. Il est indiqué que les États-Unis ont renouvelé ce projet Liberté, un projet intérieur, initiative pour guider les navires à travers le corridor maritime incontournable. Le responsable a annoncé que la marine prévoit d'assister une douzaine de navires, dont des supertankers et des porte-conteneurs, à traverser les voies maritimes. Maintenant, tout cela se passe dans le contexte où on est apparemment dans les dernières étapes d'un règlement négocié. Le président Trump a déclaré ce week-end que nous sommes à 95% du but, et maintenant, tout à coup, nous tentons de relancer le projet Liberté qui concerne le côté iranien. On n'est même pas proche d'un accord. Du coup, on va essayer de voir ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir à nouveau le colonel Douglas McGregor dans l'émission. Analyste en défense et en politique étrangère, un ancien conseiller du secrétaire à la défense et vétéran de combat hautement décoré. Doug est toujours le bienvenu dans l'émission, mais waouh, ça tape fort dès le départ, hein? Bon, vous savez, on doit déterminer ce que c'est vraiment, par rapport à ce qu'on pourrait penser. Laissez-moi être net. Est-ce que nous ne faisons que donner des instructions sur le radio-navire ayant déjà réglé le péage et sortant du détroit avec la permission des Iraniens? Je trouve que cela pourrait facilement être le cas pour ce supertanker grec. Nous ne le savons pas. Je veux dire, ils ont 2 millions de barils de brut. C'est correct. Ils prétendent qu'ils vont être escortés par les États-Unis, mais on pourrait en douter. Alors qu'ils traversaient la voie navigable au large de la côte omanaise, il était guidé. Alors ça veut dire que le navire est déjà sorti du détroit. On n'accompagne personne dans la rue. On fait juste un appel radio. Les instructions pour les navires qui ont déjà franchi le détroit, c'est bien ça dont nous parlons. Si oui, ce n'est pas vraiment un exploit. En gros, vous dites que... Oh, d'accord, un grand merci pour votre coopération. Nous vous aiderons une fois que vous aurez quitté le détroit. Peut-être que c'est une partie de l'histoire. D'un autre côté, si nous disons au monde que nous allons maintenant entrer dans le détroit et envoyer un signal directement à différents navires qui suivent, puis en naviguant avec eux derrière nous. C'est ce que signifie généralement escorte. Eh bien, je suppose que c'est ça. Reprendre la guerre parce que je suis sûr que les Iraniens vont couler les navires. Alors c'est quoi? T'as une idée? Dan, je sais pas lequel est le bon. Oh, c'est... Cela vient de se passer juste avant qu'on ne passe à l'antenne, et ce petit détail. L'extrait que nous vous avons montré du Wall Street Journal et tout ce qui a été publié jusqu'à présent arrive sans prévenir. Personne dans l'administration n'en a même parlé depuis environ une semaine. Et puis, nous balancer ça comme ça, tout le monde. Mardi matin, c'est un peu bizarre. Mais, vous savez, Doug, il me semble que c'est juste une preuve de ce désordre incroyable, une façon apparemment désinvolte dont nous abordons toute cette guerre, le règlement négocié et tout ça. Le président Trump a dit, je pense que c'était dimanche ou lundi, écoutez, nous avons presque fini un accord à 95%. On dirait que presque tout est réglé, il reste juste quelques petits détails à finaliser. Puis tout à coup, il dit au fait, la nuit dernière, toute la poussière nucléaire doit nous être donnée immédiatement. Pas de poussière, pas d'argent. Vous savez, et maintenant, le projet Liberté va reprendre. En attendant, nous tentons d'initier des négociations. Je vais te montrer ce que les deux secrétaires d'État pensent. Rubio et le côté iranien ont dit ça très vite. Mais sérieusement, comment tu fais pour suivre tout ça? Parce qu'on dirait qu'on improvise complètement en lançant des fléchettes au mur pour voir ce qui colle. Eh bien, je sens que j'ai un sérieux problème de schizophrénie, ce qui est pratique, parce que c'est la seule façon de suivre Donald Trump. Il se tord comme un contorsionniste, puis saute dans une boîte. Il ferme la porte derrière lui et comme par magie, il vous annonce qu'il a réglé le problème et que la paix s'invite partout. Vous savez, je pense que beaucoup de gens ont compris que ce que cet homme fait de manière brillante, reconnaissons-le, c'est manipuler les marchés. C'est typiquement ce qu'il fait. Pour ce qui est de faire quoi que ce soit avec l'Iran en ce moment, je ne vois pas vraiment de preuves. Et vous savez, j'ai dit qu'on allait jeter un œil à ce que disent les marchés et ce que le secrétaire Rubio a à dire. Mais il y avait une autre chose qui, vous savez, semble vraiment mettre des bâtons dans les roues. Sabotage tout ça alors qu'on essaye d'arriver à un accord. Et encore,
pendant le week-end jusqu'à hier, il y a eu plein de reports sur les réseaux sociaux, fuite par Axios et tout ça. Eh bien, la plupart des points sont réglés, on a déjà convenu de pas mal de choses, mais il faut qu'on s'attarde encore sur quelques accords. Nous travaillons là-dessus et puis hier soir, surprise. Nous avons reçu une note qui disait que les États-Unis auraient apparemment mené une attaque contre des speedboats iraniens, des installations pour lancer des missiles et d'autres choses ici qui semblaient clairement violer l'accord de cessez-le-feu. On peut vraiment se demander quelle en était la raison. Avez-vous une idée de ce que nous avions en tête avec notre stratégie? Eh bien, l'officiel CENTCOM a déclaré que nous avons réagi par légitime défense. Autrement dit, ces petits bateaux, capables de poser des mines, nous attaquaient. Ainsi, nous nous défendions et avons riposté avec une puissance de missiles clairement supérieure à celle que nous avions reçue au départ. Je suis sûr que si nous sommes perdus là-dessus, c'est normal. Je parie que ceux qui sont à bord en ce moment, ils sont tous à l'extérieur. Le détroit d'Ormuz est également perplexe, car je ne pense pas qu'ils sachent précisément ce qu'on leur demande de faire. Examinons la réaction iranienne, car ils ont averti que les tensions allaient augmenter en raison de leur menace de riposte. Contre les actions américaines, en fait, certains rapports diffusés ce matin disent qu'ils ont effectivement agi. Je ne peux pas encore le vérifier moi-même, mais ça vient de la lettre du détroit d'Ormuz, affirmant qu'Iran ou la garde révolutionnaire islamique ont dit avoir abattu un autre MQ-9, un drone a tiré sur un F-35 et un RQ-4 en réponse, puis annoncé que d'autres attaques suivront. Ce qui est officiel vient d'une source diplomatique iranienne à l'ambassade à New Delhi. Ils ont dit, écoute, voilà ce que je veux dire. Ces actions agressives se produisent en pleine phase de négociation diplomatique. Médiées par le Pakistan mettent une nouvelle fois en lumière la malhonnêteté et le manque de fiabilité des dirigeants des États-Unis, des peuples de la région et de la communauté internationale. Cela montre également un soutien véritable envers la nation iranienne dans 3 domaines clés. La sphère publique et la diplomatie reposent sur une profonde méfiance envers le régime américain. Et là en bas, on voit écrit sans aucun doute que la République islamique ne laissera rien. Acte d'agression impuni et n'hésitera pas une seconde à défendre sa souveraineté. Donc ce que j'ai remarqué ce matin, c'est que le côté iranien a déclaré qu'il ne se contentait pas de ces réactions impulsives. On réfléchit aux choses. Mais d'après cette déclaration officielle, ils vont faire quelque chose en réponse à la nuit dernière. Mais je veux me focaliser sur ce que tu viens de dire, Doug, parce qu'ils se demandent, écoute, comment peut-on arriver à un accord négocié? Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand il n'y a vraiment aucune confiance. Écoute, même si tu es en hostilité avec l'Iran, il faut qu'on établisse une certaine confiance pour quoi qu'il arrive, on puisse gérer la situation. Les conditions qu'on souhaite accepter, ils croient vraiment qu'ils vont les respecter. Autrement, comment aurons-nous un type d'accord, même celui que nous souhaitons? Eh bien, je crois que les Iraniens sont arrivés à cette conclusion. Tout d'abord, je pense qu'ils réalisent qu'au final, M. Netanyahu a le dernier mot sur tout. Autrement dit, même si leurs intermédiaires qui discutent avec les Pakistanais parvenaient à un accord, nous pourrions d'abord le trouver acceptable, mais restons prudents. Ils savent que Netanyahu peut intervenir vite et dire non, c'est hors de question, et on retourne à la case départ. Netanyahu et son gouvernement n'ont clairement aucune raison de coopérer avec nous pour établir quoi que ce soit. Un accord de paix utile dans le golfe Persique, mais ils n'agissent tout simplement pas. Ils craignent qu'il soit dans leur intérêt de nous garder engagés dans la destruction de l'Iran. Tant que l'Iran sera encore debout, cette guerre ne s'arrêtera pas. Je pense que les Iraniens ont compris que la suite est un peu plus compliquée. Si vous regardez ce qui s'est passé hier soir et les réactions que nous avons provoquées, ce matin, il me semble que Donald Trump est pris dans un embrouillamini à cause des Iraniens. Ce qu'il considère comme des tactiques utiles pour provoquer le respect de ce qu'il veut qu'Iran fasse, je réalise que ça paraît ridicule. Mais si vous reprenez son livre L'art de la négociation et que vous le feuilletez, il y a beaucoup de discussions sur des tactiques qui vont du chouchoutage à l'intimidation de votre adversaire de l'autre côté de la table. Il faut toujours garder à l'esprit les règles de Raikkonen. Restez toujours à l'attaque. Je pense que si vous regardez ce panorama d'ensemble, ce qu'il a écrit dans son livre L'art du deal, avec les règles de vie de Raikkonen,
commence à faire sens quand on est Donald Trump. Pour le reste d'entre nous, ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas un simple contrat immobilier. C'est une question de vie ou de mort, là, clairement. Des centaines de millions de personnes à travers le monde. On est confronté à un risque de famine et à toute une série de développements vraiment catastrophiques dans l'économie mondiale, peu importe ce qu'il croit faire. Ça ne fonctionne pas. Il empire les choses, rendant tout accord beaucoup plus difficile, et s'il s'avère que c'est le cas, il est totalement vulnérable. Il n'a plus d'option, pour ainsi dire. Rien de nouveau qu'il puisse faire ne changera la donne sur le plan militaire. Il ne sait peut-être pas encore, mais je pense que c'est là où nous en sommes. Apparemment, il n'en a pas conscience, mais il semble toujours y croire. Bon, essayons la voie diplomatique et voyons si je peux vraiment gérer ces actions insensées ici. Je peux les pousser à faire ce que cherche à obtenir le secrétaire d'État Rubio. Et selon lui, hier soir, dans son avion, il a dit qu'on a les contours d'un accord préliminaire sur la table. Écoutez, je pense que notre position est claire. Le président a prononcé un discours très important, je pense. Appel historique il y a quelques jours avec plusieurs dirigeants de la région. Je pense qu'on est bien d'accord sur ce à quoi devrait ressembler un premier projet. Comme pour tout ce genre de choses, il va falloir quelques jours pour que ça se calme un peu. Des désaccords sur un mot, une phrase. Nous devrons donc nous y attaquer. S'il y a un accord, il va vraiment falloir qu'on s'y mette sérieusement. Mais ça sera soit un bon accord, soit il n'y en aura pas. Donc, je veux dire, oui, soit nous avons une esquisse, mais si elle n'est pas solide, il n'y en aura pas. Pour moi, il semble qu'il dit, voici les préférences de Trump, vous devez satisfaire à toutes ces conditions, sinon il n'y aura pas d'accord. Et la vraie question, c'est, et alors? Parce que le président Trump, sur un réseau social, je pense que c'était hier, a-t-il dit, écoute, je veux cette poussière nucléaire tout de suite, et il n'a jamais vraiment dit quoi que ce soit, mais on dirait qu'il pense pouvoir l'obtenir sans problème. Cela n'est même pas un sujet de discussion pour le côté iranien, comme nous le verrons dans un instant. On est vraiment à une phase 2. Et pourtant, Trump dit qu'il veut ça avant même le début. Comment ça va marcher, Doug? Franchement, Donald Trump est complètement à côté de la plaque. Soyons clairs, il n'a pas de véritable cadre sur lequel il s'appuie. Il a l'habitude de mêler différents éléments d'un accord selon le moment. Ce qui éclaire votre remarque sur la poussière nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que Rubio s'exprime. En fin de compte, Rubio est bien plus articulé. Et il a dit que ce qu'il avance paraît plus crédible, mais au final, le résultat reste identique. Soit on obtient ce qu'on veut, soit il n'y aura pas d'accord, c'est ça qu'il veut dire. Et mieux vaut ne pas d'accord du tout qu'un mauvais accord, c'est ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'un mauvais accord? Tout ce qui permet à l'Iran de rester intact, c'est inacceptable. Les principaux freins, c'est clairement cette histoire d'uranium enrichi. Cela revient régulièrement au centre de la discussion, et en plus, l'Iran ne peut pas conserver ses positions. Le contrôle du détroit d'Ormuz, voilà deux problèmes insolubles pour l'Iran. L'Iran perçoit ces deux aspects comme intimement liés à sa souveraineté nationale et son indépendance. Je pense qu'on peut dire avec certitude qu'il n'y aura pas d'accord. Laissez tomber. Et puis, on ne discute même pas directement avec les Iraniens. On dirait que les gens ne comprennent pas vraiment ça, vous savez, parce que Donald Trump donne cette impression. Eh bien, nous sommes sur le point de finaliser un double accord et il semble beaucoup plus pro maintenant, comme si on avait soudainement gagné en professionnalisme. Je ne peux rien imaginer de plus peu professionnel que ces incapables que nous avons envoyés là-bas pour négocier. Donc, à ce stade, je pense qu'il faut juste attendre que cette guerre éclate. Et je pense que nous nous rapprochons, et avec ce qui s'est passé la nuit dernière, il semble presque inévitable que nous retournions vers un conflit ouvert. Et laissez-moi souligner cela du côté iranien, nous montrons toujours ce qu'elles font. En gros, on attend de voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Là, on vient d'entendre Rubio dire qu'il y a déjà les grandes lignes d'un accord. Eh bien, voici ce que déclare le côté iranien à travers le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Baghaei. L'objectif des négociations, c'est de mettre un terme à cette guerre. Pour l'instant, nous ne voulons pas entrer dans les détails de la question nucléaire. Menaces, pression, caricatures. Tout ça fait partie du jeu politique de cette région. Notre travail sur le terrain, nous avons une vision claire des réalités sans nous laisser influencer par les perceptions et les images du côté iranien. Il est vrai que nous avons abordé une grande partie du sujet en discussion.
Cependant, personne ne peut prétendre qu'un accord qui s'annonce soit imminent. Et il a même ajouté dans cette même interview presque exactement ce que vous venez de dire. Il a dit, écoute, tout ce qu'on fait, c'est envoyer des intermédiaires aller-retour à travers le Pakistan. Mais il a dit que tant qu'on n'est pas sur le point de conclure un accord, il n'y a même pas de raison de se rencontrer en personne. Donc, tant qu'on ne verra pas les deux délégations se rendre au Pakistan, on pourrait dire que là, quelque chose pourrait vraiment devenir possible. Mais pour l'instant, l'Iran clame qu'on est loin du compte, même si le président Trump pense le contraire. Je crois que c'est vrai. Et vous savez, si nous pouvions juste faire un petit détour, un peu décalé par rapport à la réalité des discussions en cours. Je pense qu'il y a des enjeux bien plus graves que le président et ses collègues à Washington semblent ignorer. Vous savez, en avril, l'inflation aux États-Unis est passée de 3,2% à 3,8%. Actuellement, cette guerre provoque des prévisions d'inflation pour le deuxième trimestre et d'environ 6%. D'accord? C'est vrai, et je pense que c'est certainement le cas. Ça veut dire que nos taux d'intérêt devraient être autour de 7. Mais cela serait désastreux pour nous. Et c'est pourquoi ils réagissent. Supprimés de manière artificielle et maintenus autour de 3,75%. Alors, qu'est-ce qu'on fait vraiment en ce moment? On a un peu l'impression de regarder notre architecture de sécurité, notre stratégie diplomatique, tout ça plongé dans la Bible. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Quand nous avons déclenché cette guerre, nous avons fini par capturer 13. 1 million de barils de pétrole hors du marché chaque jour. Si nous relançons la guerre contre l'Iran, c'est-à-dire que nous revenons et ciblerons l'Iran, de l'air et de la mer avec tous les missiles et bombes que nous pouvons rassembler, l'Iran annonce qu'il ripostera en retirant environ 25 millions de barils du marché mondial. Aujourd'hui, nous avons 364 millions de barils dans notre réserve stratégique de pétrole. 25 millions de barils sont entreposés en Oklahoma, je crois, à Cushing. Le reste se situe principalement au Texas et en Louisiane, le long des frontières. Actuellement, nous savons que le président Trump a vendu pour 17,8 millions de dollars. 1 million de barils cette dernière semaine de la réserve stratégique de pétrole à un prix en dessous des taux du marché. Cela signifie que les prix du pétrole seront inférieurs à 110 dollars le baril. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, cela a aidé à manipuler le marché pétrolier, d'une manière qui protège les utilisateurs de carburant aux États-Unis des véritables conséquences de la guerre en Iran. Cette manipulation, si elle continue sur cette lancée, épuisera notre réserve stratégique de pétrole dans environ 60 jours. Alors faisons le bilan. Cela signifie qu'à la fin de juillet, nous allons nous retrouver avec une réserve stratégique de pétrole complètement vide. Passons maintenant à la Chine. La Chine est à 86% autosuffisante en pétrole, mais il lui manque toujours 14%. Ces déficits sont comblés par divers pays, notamment l'Arabie saoudite, surtout la Russie et quelques autres. Donc ils ne sont vraiment pas dans une position dangereuse, ils ont accumulé du pétrole. Ils disposent de la plus grande réserve pétrolière au monde, avec 1,3 milliard de barils en surface. Cela veut dire qu'ils pourraient tous être extraits. Maintenant, retournons et comprenons. Qu'est-ce qui se passe d'autre? On a souvent les yeux rivés sur la guerre en Ukraine et tout ce qui s'y déroule, complètement à l'écart de ce qui se passe dans le golfe Persique. Et ce n'est pas tout à fait vrai. En 2022, au début de la guerre en Ukraine, 3 millions de barils ont disparu de l'économie mondiale chaque jour. Cela a fait monter le prix du pétrole jusqu'à 120 dollars le baril à ce moment-là. Ce jour, le Royaume-Uni et nos alliés européens fournissent des pièces de drone et des informations de ciblage aux Ukrainiens pour qu'ils puissent agir rapidement. Peuvent frapper des raffineries et d'autres infrastructures pétrolières en Russie et cela a réussi à réduire. La production mondiale s'élève à 13 millions de barils par jour. À ce rythme, quels enjeux à long terme se dessinent? Implication, nous allons surveiller l'économie mondiale se contracter selon une estimation de 36%. Vous savez, pour vous donner une idée, la Grande Dépression a diminué l'économie mondiale de 20%.
Cependant, les conséquences de la Grande Dépression étaient allégées grâce à une dette proportionnelle au PIB bien plus faible. Les ratios en vigueur aux États-Unis et en Europe. Que se passerait-il si nous perdions, par exemple, environ 30% de la productivité mondiale? Eh bien, nous sommes en plein dans une dépression mondiale. On va forcément subir les conséquences. Donc, parler à la légère de ce qu'il faudrait faire, comment aller bombarder ces gens jusqu'à l'âge de pierre, c'est vraiment déplacé. Nous allons les frapper jusqu'à ce qu'ils acceptent de coopérer avec nous. Et vous faites face à des prévisions d'inflation de 6% pour le deuxième trimestre. Tu sais, nous frôlons vraiment la folie. C'est inacceptable à un point que je ne peux même pas imaginer. Je ne me souviens pas d'aucune action équivalente d'un président ou d'un roi, ou empereur au cours des 300 dernières années n'a jamais pris. Cela ressemblerait à l'attitude irresponsable que nous avons adoptée vis-à-vis du Golfe et de la Russie dans la guerre en Ukraine. Eh bien, ça veut dire quelque chose et personne ne connaît l'histoire mieux que toi. C'est vraiment la première fois, je crois, depuis que je te connais, que tu n'as pas réussi à y arriver. Un exemple historique pour illustrer que c'était un peu comme ça. C'est vraiment ça. C'est inquiétant parce que ça veut dire qu'on se retrouve à naviguer dans des eaux inconnues et on a vraiment les pires personnes possibles avec nous. Nous sommes en première ligne pour diriger. On va voir où cela nous mène. Je ne sais pas s'ils sont les pires, mais une chose est sûre, ce ne sont pas les bonnes personnes. Je demande à ceux d'entre vous dans le public qui comprennent ça, allez voir des gens comme Luc Groman, Gundlach, Ray Dalio et Peter Schiff. Tout ce monde exprime en fait ce que je viens de dire, mais de manière encore plus percutante. J'essaie simplement de saisir les marchés du pétrole et du gaz. Maintenant, quand on commence à évoquer tout ce qu'on a omis, comme l'acide sulfurique, sans acide sulfurique, on ne peut rien raffiner. Ça met l'industrie du cuivre dans une situation catastrophique. On ne peut pas raffiner l'uranium. Comprenez bien, c'est une liste accablante. Et ça, c'est juste un échantillon. C'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et en même temps, nous vivons quelque chose d'analogue ici, aux États-Unis. Au Titanic, qui est déjà partiellement sous l'eau. C'est notre économie et le système financier. Voilà le problème. Que pouvons-nous faire pour en sortir? Franchement, il est trop tard pour échapper à toutes les conséquences. Mais s'ils décidaient de tout arrêter sur le champ et de dire simplement c'est fini, vous savez, nous ne pouvons pas continuer car cela aurait de terribles conséquences humanitaires pour l'ensemble du monde. En tant que président des États-Unis, je dois suspendre les opérations de combat. Nous en sommes encore à plusieurs mois avant que la redistribution du pétrole ne soit rétablie. Et même à ce stade, il faudra environ 2 ou 3 ans pour reconstruire une grande partie de cette infrastructure qui est en long. Alors, si jamais il se remet en guerre comme avant avec nos troupes, on parle d'Armageddon. Et l'idée que l'homme qui a son doigt sur le bouton de l'Armageddon n'est pas vraiment Trump, mais Bibi Netanyahou est encore plus inquiétante. C'est l'une des premières choses. Des moyens d'agir pour atténuer certaines de ces catastrophes économiques. Vous parlez de quelque chose qui est en cours et tant qu'on ne l'a pas vérifié et ouvert, c'est pour obtenir le détroit d'Ormuz est à nouveau rétabli, ressemblant enfin à ce qu'il était avant cette guerre, et cela signifie ces blocus opposés, le nôtre contre l'Iran et celui que l'Iran impose. Tous les autres pays du GCC doivent avoir accès à ces ressources. Maintenant, l'Iran est prêt à dire le trafic peut reprendre normalement à condition qu'il s'acquitte de nos frais. Mais Marco Rubio y a répondu hier soir. Ce qui se passe là-bas est illégal, insoutenable pour le monde et tout simplement inacceptable. Je ne connais aucun pays au monde qui ne le fasse pas. Les Russes ne soutiennent pas un système de péage. Les Chinois ne soutiennent pas un système de péage. Je veux dire, aucun pays au monde ne soutient un système de péage, à part le gouvernement iranien. Donc ce n'est pas acceptable, cela ne peut absolument pas arriver. Les détroits doivent être ouverts sans entrave et sans péage. Et bien sûr, ça doit se faire tout de suite dès qu'on s'entend. Oui, ça doit vraiment se faire. Mais nous avons essayé, Doug, pendant plus de 40 jours de les forcer à ouvrir le détroit et nous avons complètement échoué. Et donc, on est allé à ce cessez-le-feu qu'on devait faire parce qu'on s'est rendu compte que ça n'allait pas marcher. Et Rubio peut le dire toute la journée. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire, Doug, pour débloquer ces deux situations? Quelle est la réalité derrière tout ça? En réalité, les choses ne correspondent pas tout à fait à ce qu'avance le secrétaire d'État Rubio.
Le secrétaire d'État Rubio laisse entendre, d'une façon ou d'une autre, que nos opinions coïncident miraculeusement avec celles du reste du monde, où le reste du monde partage notre point de vue sur le Golfe Persique, surtout en ce qui concerne l'urgence des péages. En ce moment, si vous consultez les sondages, vous verrez que tout ça, il suffit d'écouter les dirigeants et leurs déclarations publiques. Le monde nous rend responsables de la situation dans le Golfe Persique. Il faut bien le comprendre. Ils ne tiennent pas l'Iran pour responsable de la fermeture du Golfe. Tout le monde voit bien que c'est stratégique pour l'Iran de faire ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'ils apprécient ça. Ils y sont opposés, c'est certain. Mais c'est nous qui le blâmons. C'est essentiel. En Inde, nous avons évolué pour relativement apprécier jusqu'à être haïs de façon inimaginable. Et ce n'est pas seulement le cas en Inde. L'attitude se propage très rapidement à travers l'Asie, notamment au Japon, en Corée et en Chine. C'est une véritable catastrophe pour nous. Écoute, je ne sais pas quoi dire. La chose drôle, c'est que je suis tombé sur cette déclaration de Donald Trump, qui a fait cette observation lorsqu'il était encore candidat, avant même son élection. Et il a dit, si nos présidents avaient juste été à la plage pour profiter un peu, le soleil et la plage, on aurait été bien mieux au Moyen-Orient. Alors faites une pause et réfléchissez à cela. En d'autres termes, son attitude était que, quand il est finalement devenu le candidat du Parti républicain en 2016, il a pensé que, eh bien, si nous étions restés tranquilles, Dan, juste à profiter de la plage, de l'océan et du soleil, on serait bien mieux dans le Moyen-Orient aujourd'hui. Alors vous savez, Donald a vraiment besoin qu'on lui rappelle ça parce que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'à l'époque. Les dégâts que nous avons causés à nous-mêmes et au monde à ce moment-là, ce n'étaient pas des blessures légères, mais on pouvait s'en remettre. Ce que nous avons fait de nous-mêmes maintenant dans le Golfe Persique, sans aucune nécessité, dépasse l'entendement. Son impact est véritablement mondial. Et maintenant, Il est intéressant de noter qu'il a gardé ouverte cette possibilité avec le secrétaire Rubio dans ce dernier extrait. Il a sous-entendu que si on n'obtient pas l'accord qu'on veut, on pourrait être amené à revenir. Maintenant, beaucoup de gens auprès du président Trump ont exprimé leurs attentes à ce sujet. Bien sûr, vous savez, les habituels comme Jack Keane, le général Kellogg, Mike Pompeo, Mark Levin, Lindsey Graham. Ces gars-là en parlent depuis un moment. Depuis quelques jours, il y a une nouvelle personne qui ajoute sa touche et c'est ça qui est intéressant. Votre vieil ami, le général Petraeus, dit « Eh bien, vous savez quoi? On va peut-être devoir revenir en arrière et finir ça à l'ancienne. » D'autres enjeux majeurs que nous avons avec l'Iran comme son programme nucléaire. On parle d'un stock presque de 1000 livres d'uranium enrichi à 60%. C'est juste un pas avant le grade d'armement. Le droit de s'enrichir à l'avenir, leur soutien aux groupes armés dans la région qui sont véritablement meurtriers, comme le Hamas, le Hezbollah et les milices chiites en Irak, Houthis au Yémen. Ensuite, les programmes de missiles et tout ça, je pense que ces autres préoccupations sont plutôt limitées. Cela peut être abordé un jour, mais il est évident qu'un accord est impératif pour ouvrir la situation et rétablir la liberté de navigation. Il pourrait y avoir un arrangement pour des frais modestes. Ça pourrait en partie filer vers l'Iran, Oman qui sait, et la navigation. Il faut agir maintenant, peu importe les obstacles, c'est impératif. Certain que l'Iran sera prêt à le faire. Actuellement, ils exigent le contrôle du détroit et la possibilité d'y percevoir des péages. C'est franchement inacceptable. On va peut-être devoir retourner à la guerre pour leur prouver qu'on est sérieux dans cette affaire. Allez, aide-moi à saisir sa logique, ne serait-ce qu'un peu. Vous n'avez pas réussi à le faire pendant cette guerre qui a duré plus de 40 jours. Maintenant qu'on a été réapprovisionné avec les mêmes munitions pour les mêmes cibles, on s'attend vraiment à un résultat différent. Que pense-t-il quand il dit qu'il pourrait falloir envisager de reprendre les hostilités pour lui montrer que nous sommes sérieux? eh bien, prenons un instant pour réfléchir à ce que David Petraeus entend par guerre. Pour lui, la guerre se réduit à des bombardements aériens et des frappes de missiles depuis la mer et les cieux. Voilà tout. Il ne semble pas saisir ce qu'il est en train de décrire. Ce n'est pas l'Irak.
Ce n'est pas l'Afghanistan. C'est l'Iran. C'est un grand pays. C'est une vraie civilisation. C'est un pays qui compte. Ce n'est pas juste un ensemble de tribus arabes regroupées à cause de l'accord Sykes-Picot. Ce n'est pas artificiel, pas du tout. C'est du vrai. Il parle de déclarer la guerre. Si vous partez en guerre contre l'Iran, vous devrez mobiliser les États-Unis. Ce n'est pas un petit sujet. Les gens oublient qu'en 1942, l'Allemagne comptait environ 80 millions d'habitants. Nous parlons actuellement d'une population iranienne de 93 millions. Et ils ont clairement accès à une technologie extrêmement avancée dans plusieurs domaines, ainsi que pour des réseaux satellites en orbite supérieure. Et ils parlent d'un air désinvolte en disant « Eh bien, je suppose qu'on va devoir partir en guerre pour faire passer notre point de vue. » Je suis sûr que ceux qui le paient chez KKR, tous vraiment passionnés, les sionistes et une partie du vaste réseau financier juif israélien le gratifieront pour ces déclarations. Mais c'est vraiment irresponsable. Les États-Unis n'ont absolument aucun intérêt qui justifierait une telle action. Aucun. Et en même temps, nous devrions nous reculer et garder à l'esprit que tout le monde insiste sur le fait que nous avons cet État qu'on appelle la Corée du Nord, dirigé par un homme maléfique. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Je ne le trouve pas fou. Je pense qu'il est assez lucide, en fait. Mais beaucoup de gens se disent « Oh, mais c'est juste un fou dangereux, et en plus il possède des armes nucléaires. » Que faisons-nous à ce propos? Rien. Et pourquoi on ne fait rien? Parce qu'il a des armes nucléaires. Alors à quoi David Petraeus et tous ceux qui soutiennent l'agenda israélien néoconservateur et mondialiste doivent-ils vraiment se rassembler? Ils font partie d'un groupe de personnes qui réussissent à convaincre des milliards de gens à travers le monde. Investir massivement dans les armes nucléaires pour s'assurer que nous et nos amis israéliens ne songions jamais à les menacer ou à les attaquer. Et bien sûr, ça n'ira nulle part. Ça ne clarifiera rien du tout. Ça ne résoudra pas le problème ici. Ça ne fera qu'empirer la situation et le côté iranien a dit oui, si vous faites ça, on va faire tout ça et vous ne toucherez pas nos montagnes, vous ne toucherez pas nos bases de missiles. Je n'arrive vraiment pas à saisir, même dans la logique tordue que tu sais, les néoconservateurs et ce genre de choses, ils doivent vraiment voir ça, et là c'est plus une question qu'une affirmation, ils doivent comprendre. Ils ne voient pas que c'est physiquement impossible et que leur objectif, quel qu'il soit, ne pourra pas être atteint. Et s'ils essaient, ça va nous causer du tort, non? Je veux dire, ils ne voient pas ça. Ma vraie question, c'est de savoir si Donald Trump, 10 ans auparavant, pouvait dire au New York Times « Si nos présidents avaient simplement pris le temps d'aller à la plage pour profiter de l'océan et du soleil, on s'en serait beaucoup mieux sortis au Moyen-Orient. » Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas avec Donald Trump? C'était une déclaration tout à fait raisonnable et équilibrée de sa part. Parce que la règle numéro 1 en politique étrangère, c'est de ne pas faire de mal. En d'autres termes, si vous pouvez éviter de vous engager militairement quelque part, il vaut mieux le faire. Nous n'avons aucune raison de suivre les recommandations de Petraeus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Que fait vraiment Donald Trump? Où peut-il bien être? Qu'est-il devenu? Je veux dire, c'est un peu LA question à 60 000 $ que je me pose tous les jours. Eh bien, je pense que seuls les historiens pourront vraiment nous éclairer à ce sujet. Nous n'allons pas l'obtenir de sitôt, il va falloir espérer qu'il ne se passe rien de mauvais. Nous retomberons dessus pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer. Malheureusement, ce n'est pas le seul gros problème qui pourrait nous entraîner vers une guerre catastrophique. Nous allons maintenant nous tourner vers la guerre Russie-Ukraine, car des événements importants se déroulent. Récemment, cela suscite des inquiétudes qui pourraient rapidement s'intensifier, d'une manière qui nuirait à nos intérêts si on ne décale pas ça et qu'on se détend un peu, je suppose. Apparemment, David Petraeus a également évoqué cette guerre et a partagé un conseil précieux. Je dis cela depuis presque un an, que je peux imaginer une situation où, s'il y a assez de soutien pour les Ukrainiens et ces 90 milliards d'euros de la Commission européenne est d'une grande aide, probablement suffisant pour les accompagner pendant 1 an et demi de plus. Et s'ils parviennent à intensifier la production de drones, de pilotes et d'unités capables de... Utilisez-les et tout le reste, et commencez à vous enfoncer en Russie. Et infligeant des pertes si lourdes à la Russie
que cela équivaut peut-être à ce qu'ils recrutent chaque mois. Vous savez, ils ont maintenant enregistré près de 4 millions de tués et de blessés. C'est plus que le nombre que nous avons subi pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Alors tout à coup, le mois dernier, les Ukrainiens ont récupéré plus de territoire que ce que les Russes leur avaient vraiment pris. Il ne fait aucun doute que l'année prochaine, à un moment donné, Poutine va devoir faire face à ses responsabilités, surtout s'il lever des sanctions sur leur vente de pétrole et le prix du brut. Réimposer son Fonds national de bien-être manque d'argent à cause de son détournement vers le complexe militaro-industriel. Si tout cela se produit, je pense qu'on pourrait en arriver à un moment où la Russie a besoin d'un cessez-le-feu autant que l'Ukraine. Alors, d'après Brother Petraeus, ce vieux, il est vraiment dans le South Drop ici. Bientôt, il va commencer à vaciller. Ça va mal tourner. Et je ne sais pas, le côté ukrainien va arriver jusqu'à Moscou. Qu'en penses-tu? Eh bien, ces chiffres sur les pertes russes sont incroyables et complètement ridicules. Mais, tu sais, ils suivent un script. Éléments qui ont été mis en place par la CIA, le MI6 et le Mossad. Rien de nouveau dans tout ça, ce sont toutes des bêtises. Rappelez-vous, c'est l'homme qui nous a dit, je crois que c'était en 2023. Peut-être qu'il a dit en 2024, il a tellement parlé et souvent que ça en devient difficile à croire. C'était vraiment catastrophique. Mais il continue à dire que maintenant, les Ukrainiens ont enfin réussi à bien coordonner leurs opérations. Et je suis convaincu qu'avec le nouvel équipement et l'entraînement de l'OTAN, ils vont réussir à percer les défenses russes. C'était le genre de stratégie économique en matière de défense qu'on avait mise en place pour mettre un terme à cette guerre. Cela n'avait aucun sens. En fait, cela a tout simplement tué des centaines de milliers d'Ukrainiens de manière inutile. Et les grands esprits qui orchestrent les forces de l'OTAN, principalement, mais pas seulement américaines, dans une certaine mesure, les Britanniques ont malheureusement perdu de plus en plus de vies, sur l'autel de la liberté ukrainienne, semble-t-il. Mais en vérité, c'est l'expansion de l'OTAN. C'est dur d'entendre ce genre de truc et d'en prendre la mesure. Je pense qu'il a complètement loupé quelque chose que nous comprenons tous les deux. Les Russes en arrivent également à cette conclusion. Les frappes seules ne gagnent pas les guerres. Sauf si vous avez une force sur le terrain pour tirer parti des effets des frappes, qui peut se déployer et prendre le contrôle sur le terrain, vous n'arriverez jamais à bien terminer une guerre. Ce n'est pas possible. Quant aux Russes, on pourrait croire qu'ils l'ont compris depuis longtemps. Mais pour diverses raisons, le président Poutine a choisi la retenue. Il voulait freiner ses troupes. D'abord, il ne veut pas contrôler toute l'Ukraine. Les gens diront que c'est parce qu'il est faible qu'il ne prend pas l'Ukraine. C'est n'importe quoi. Il ne veut pas gouverner l'Ukraine. Il veut simplement pas que l'Ukraine devienne un rempart contre d'éventuelles attaques de l'OTAN contre ce pays. C'est clair. Alors, si on pouvait transformer l'Ukraine en un véritable État neutre à l'image de l'Autriche, je pense que les Russes seraient ravis de signer et de rentrer chez eux. Mais en fait, nous avons fermement refusé de le faire. Nous ne le voulons pas parce que ce serait reconnaître une défaite complète et totale de l'Occident, n'est-ce pas? Cela implique donc nous et nos alliés de l'OTAN. Mais sans une force capable d'intervenir sur le terrain, multiplier les frappes ne changera rien. C'est ce que les Russes apprennent depuis de nombreux mois. Je pense qu'il est temps de regarder la carte et de voir où se trouvent les concentrations. Des forces russes qui échappent à la perception de bien des gens en Occident actuellement. Il y a plus de 100 000 soldats en Biélorussie, prêts à avancer immédiatement vers le sud en direction de Kiev. Cela inclut entre 20 000 et 30 000 soldats nord-coréens. Il y a un autre groupe de 250 000 personnes qui opèrent dans le nord de l'est de l'Ukraine avec environ 250 000 à 300 000. Agissant dans le sud, en direction de Zaporizhia, ils pourraient traverser cette rivière quand bon leur semble et descendre rapidement pour s'emparer d'Odessa. Si Odessa tombe entre les mains des Russes, ce sera la fin. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet, car l'Ukraine perdra alors tout accès à la mer. Le reste, pour Kiev, est devenu de facto russe. Maintenant, les gens disent « Oh là là, ils ne feront pas ça. » Jamais de la vie. Je pense que ces choses sont très très probables. À moins, et c'est important,
que vous ne voyez pas les gouvernements de Berlin, Londres et Paris changer. Et à l'heure qu'il est, l'Allemagne semble sur le point d'avoir un chancelier qui n'est pas un mondialiste ni un candidat néoconservateur, mais véritablement un nationaliste allemand. Et elle se bat pour les intérêts et le bien-être du peuple allemand. Voici Elisa Weidel. Elle pourrait éventuellement devenir chancelière. Actuellement, il est impossible de gouverner ce pays sans l'AfD. Ils ont environ 30% de soutien. Et ça augmente au sein de l'électorat allemand. Si cela arrive, l'AfD a bien fait comprendre qu'elle retournerait acheter de l'énergie bon marché en Russie. Ils ont aussi été très clairs. Ils comptent expulser les forces armées des États-Unis du sol allemand, et c'est bien ce qu'il faut faire. Nous aurions dû partir d'ici il y a 30 ans. On en a discuté plein de fois. On a trop traîné dans le monde entier. Et nous avons agi à un moment où la technologie impose le retrait. Si nous déployons quoi que ce soit aussi loin que notre position actuelle, alors vous risquez de tout perdre dès les premières minutes d'une crise ou d'un conflit. Missiles guidés de précision, qu'ils soient balistiques tactiques ou balistiques de théâtre, des systèmes sans pilote de toutes sortes, peu importe lesquels, vous n'en réchappez pas. Donc c'est normal que cela arrive. Le nouveau chancelier de l'Allemagne n'envisage absolument pas de plonger l'Allemagne dans une guerre totale. Financement de la création d'une nouvelle armée de style Seconde Guerre mondiale, ce qui représente un véritable gaspillage d'argent pour les Allemands. Pour faire court, si cela arrive, je pense que Poutine sera récompensé pour sa patience. Si cela ne se réalise pas, si ça est encore retardé, je pense que la pression pour traverser le fleuve Dnipro, prendre Odessa et avancer sur Kiev va s'accentuer. Mettre un terme à ce régime abominable est tout simplement inévitable. La plus grande erreur serait de se laisser entraîner là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que le président Trump veut au moins se défaire de ça. Le souci, c'est qu'on continue de fournir des données cruciales. Grâce à nos satellites, notre communauté du renseignement et nos plateformes, permettent aux Ukrainiens de continuer leurs actions contre l'infrastructure russe. Parmi eux, il y a les cibles civiles touchées entraînant la mort de personnes innocentes. C'est un vrai problème. On devrait en finir avec ça. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Ça aurait dû être fait dès l'inauguration de Trump. Il ne l'a pas fait. Et cela implique aussi que les Russes, qui sinon, je pense qu'ils pourraient nous aider avec l'Iran, n'ont vraiment aucun intérêt à le faire. Et au fait, vous avez maintenant ce général à la retraite, Flynn. C'était le brillant architecte de notre retrait d'Afghanistan. Celui qui a fait tant de bruit, avec son ami Mackenzie. Et Flynn dirige une délégation à Taïwan. Le complexe militaro-industriel et le Sénat qui cherchent à voir quels investissements américains supplémentaires pourraient être injectés dans les capacités militaires de Taïwan. C'est une véritable catastrophe. Juste après ça, la déplorable visite de Trump à Pékin, qui a finalement convaincu Trump. Heureusement, il y a eu un aspect positif à mon sens qui est ressorti de ce voyage. Pékin, l'idée d'aller à la guerre pour Taïwan est complètement folle. Et il a expliqué que Taïwan compte 100 miles de Taïwan, 100 miles de la Chine par rapport à Taïwan, et nous, on est à 6 000, 7 000 miles. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas le porter. Ça n'a pas d'avenir. Ça ne marchera pas. Et au milieu de tout ça, voilà cet homme qui aurait dû être puni pour ce qui s'est passé en Afghanistan. Et maintenant, il se retrouve à la tête de cette délégation. Quelle catastrophe! Tout ça va à l'encontre de Trump. On revient exactement au point de départ. Vous avez débuté par ça. Alors, que dit vraiment Trump? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'a pas de valeur? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Qu'est-ce qui n'a pas de valeur? Personne ne le sait vraiment. C'est d'une incohérence totale. Ça change si vite. Ça fait écho à ce que je disais sur la schizophrénie. Il y a que quelqu'un de complètement fou qui pourrait comprendre ce que dit Donald Trump jour après jour. C'est catastrophique pour une superpuissance. C'est un désastre pour n'importe quelle nation. Mais pour nous, et pour les raisons évoquées plus tôt sur l'économie, la nôtre et celle du monde, c'est un désastre. Tout ce bordel doit s'arrêter. Ça ne va pas s'arranger avant qu'il ne soit trop tard.
Mais tu parles de la schizophrénie, on ne sait pas ce que ça provoque. C'est vraiment dangereux. C'est préoccupant si cela se passe dans le Golfe Persique, étant donné les conséquences sur l'économie mondiale, mais c'est un autre type de problème quand cela se produit en Russie en raison du potentiel. Pour une escalade majeure, voire l'utilisation d'armes nucléaires. Écoute, tu veux parler d'incohérence? Eh bien, le côté russe, lui, est cohérent. Et leur patience semble s'épuiser car ils ont désormais mis en garde Rubio lui-même ainsi que dans toutes les déclarations publiques. On doit tous les quatre quitter Kiev, il se profile quelque chose de sérieux. Sous-entendant qu'il ne s'agit pas seulement d'une attaque imminente, mais de quelque chose de bien plus profond qui pourrait se préparer. Il se pourrait qu'à partir de ce soir, on ait dit aux gens de quitter les lieux. Alors, que pensez-vous de cette affirmation? Bien sûr, tout cela a trait à l'accusation selon laquelle le côté ukrainien aurait bombardé une école entraînant des morts, des gamins à Luhansk, dans la zone contrôlée par la Russie. Justice. Et la Russie est là. Voilà. Vous voyez, l'OTAN vous a fourni du soutien aérien ou vous laissant utiliser les couloirs aériens pour frapper en Russie. Maintenant que vous leur apportez de l'aide, c'est choquant. Notre peuple dans l'est de l'Ukraine, enfin, ce qu'on appelle l'Ukraine. Et maintenant, ils disent que c'est terminé. On va agir. Selon vous, quel est notre état d'avancement et qu'est-ce que vous pensez que la Russie pourrait envisager? Regardons plutôt la différence entre les électeurs américains et la population russe. Si le président Trump annonçait demain une mobilisation nationale, nous remettons en place le service militaire. Tout cela, c'est pour gagner de manière décisive contre l'Iran, ce qui évidemment reflète bien le type d'insinuation que vous avez reçu de Petraeus plus tôt. Que se passerait-il aux États-Unis? Qu'en penses-tu, Dan? Je veux dire, je pense que les gens devraient se rebeller. Ils deviendraient juste dingues, ils ne veulent pas aller se battre dans une guerre qui n'est pas la leur. Bien sûr, ils diraient qu'est-ce qu'on fout là? C'est fou. Franchement, qui se préoccupe de ce qui se passe dans le Golfe Persique? C'est les États-Unis, après tout. Que faisons-nous ici? Qu'est-ce que vous faites pour régler mes problèmes? Mon souci, c'est d'acheter de l'essence, de la nourriture, etc. Tout à fait. Mais en Russie, c'est pas pareil. La population russe et son gouvernement sont beaucoup plus soudés, beaucoup plus en phase que chez nous. Aux États-Unis et dans le monde occidental, on réalise que le peuple russe en a assez. Ils en ont assez. Ils veulent que ça s'arrête. Et si Vladimir Poutine disait « J'ai lutté contre ça, je me suis opposé, mais je ne vois pas d'autre option. Je mobilise la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. » Ce serait très bien vu en Russie. Les gens préfèrent s'attaquer à la situation et en finir plutôt que de supporter encore ces absurdités. Alors c'est une toute autre histoire. On ne comprend pas. Donc, quand Lavrov s'exprime, quand Poutine fait de même ou même Karaganov, je ne soutiens clairement pas ses déclarations sur les armes nucléaires. Et je ne pense pas que les Russes aient envie de faire ça. Mais quand ils entendent ça, le Russe moyen dit « Mais enfin, pourquoi devons-nous endurer ça? Allons-y, en finissant. Allons-y et éliminons ces gens. Ils sont mauvais, ils sont malfaisants. Il n'y a pas d'autre option. » Alors regardez ces deux images. Prenons aussi en compte les États-Unis. Le côté ne va pas faire ce que Petraeus souhaite, tout comme nous n'avons jamais vraiment intensifié nos actions en Afghanistan. Souviens de ça. On parlait d'envoyer entre 80 000 et 100 000 soldats, et puis quelqu'un a dit, attendez, on en est arrivé à quoi? 38 000 ou 40 000? Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose en fait. Nous avons discuté pendant des années du pivot vers la Chine. Le pivot vers la Chine a toujours été évoqué en privé comme d'une manière exorbitante. Parce qu'il faudrait mettre des centaines de milliards de dollars dans de nouvelles installations et infrastructures partout en Asie pour soutenir les opérations contre les Chinois. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en Asie avec cette guerre contre la Chine? Pas grand-chose, en fait. Abordons la réalité. Notre économie est fragile. Le système financier est au bord de l'effondrement. L'inflation grimpe. Les taux d'intérêt montent en flèche. Le marché obligataire pourrait vraiment chuter à tout moment. Que faisons-nous? La vérité, c'est qu'on ne fait pas grand-chose. Alors soyons clairs et arrêtons de faire du cinéma. Le bluff, c'est risqué, surtout que les Russes ne bluffent pas. Et tu sais, ça m'inquiète vraiment. Je dois dire, Doug, il faut que je mentionne quelque chose. Il y a du nouveau ici. Moscou a annoncé avoir découvert
des mines sur un pétrolier. Ça venait de Belgique. On a trouvé 7 kg d'explosifs fixés au trou sous-marin des navires, ce qui aurait pu. Je ne suis pas sûr que cela n'ait pas pu être un coup monté. Je ne suis pas sûr de ce que ça aurait pu être, mais peut-être que c'était quelque chose qui a explosé dans un port russe. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en tire, c'est ceci. Le président Trump a complètement raté sa mission de donner une direction à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qu'il, en tant que président des États-Unis, est tenu de fournir. Tout ce qu'il a fait, c'est harceler, attaquer, abuser et offenser les gens en les manipulant pour les inciter à dépenser davantage pour la défense nationale. Eh bien, si vous appelez ça du leadership, très bien. Mais pour moi, ça ne prouve pas qu'il y a vraiment de la vraie direction. Et le leadership qu'il doit exercer en ce moment, c'est de mettre fin aux bêtises en Ukraine. C'était toujours la première chose à faire car cette guerre au Moyen-Orient exigeait son attention immédiate. L'Ukraine a toujours été une source de danger, car on n'a jamais pu garantir qu'elle ne risquerait pas d'exploser et de s'étendre. C'est exactement ce qui inquiétait tout le monde depuis le début, et c'était compréhensible, même un enfant le verrait. Parce que ça ne s'est pas encore produit, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. C'est ça le problème. Et si vous êtes russe en ce moment et que vous regardez ce que les États baltes ont entrepris pour soutenir et renforcer ces attaques en Russie, regardons également ce qu'a fait la Pologne et les Polonais. Les Allemands, les Tchèques, les Scandinaves, les Britanniques, tous ces pays ont, chacun à leur façon, apporté leur pierre à l'édifice. Bon. Renseignements, équipements et technologies. Il est clair qu'on doit agir. Il y a quelque chose de très mauvais. Et là, on ne parle pas de petites conséquences, ça pourrait être une véritable catastrophe. Le président Trump doit agir et dire que c'est fini. C'est très simple. On ne déploie pas 5000 soldats supplémentaires en Pologne quand les Allemands exigent votre départ. On ne déploie pas 5000 troupes supplémentaires en Pologne quand on essaie de mettre fin à une guerre stupide et autodestructrice en Ukraine. Il doit ouvrir les yeux. Il doit devenir le leader qu'il prétend être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut mettre fin à la guerre en Ukraine et il n'y a qu'une seule façon d'y parvenir. Et c'est là, en prenant définitivement nos distances. Sortez. Ensuite, encouragez et soyez prêts à accueillir tout le monde. Ils peuvent discuter ensemble, peu importe les conférences nécessaires. La frontière entre la Russie et l'Ukraine compte dans le résultat, à condition que cet État est neutre, n'est pas membre de l'OTAN et ne constitue aucune menace pour. La Russie, ces choses sont possibles. Il peut le faire, mais il ne l'a jamais fait. Il a échoué. En ce qui concerne le Golfe Persique, puisque nous ne comptons pas envahir l'Iran pour le transformer en quoi que ce soit, Israël veut que cela change. Il est temps de se ressaisir, pas avec Netanyahou, et de mettre un terme à cette guerre. En effet, il y a une dernière chose que j'aimerais aborder. Je ne sais pas si vous avez assez de temps. Je sais qu'on est presque à la fin du temps imparti. Ça reste encore quelques minutes. Pas de souci. Ouais, vite fait. Parce que je pense que c'est important en ce qui concerne la nature de la guerre ici, en Europe. C'est un peu différent. Récemment, on entend beaucoup parler de l'Ukraine qui fait des progrès dans ses capacités en matière de drones. En fait, il compense le manque de troupes en déployant bien plus de drones. De nombreuses catégories de drones différents. Leur technologie a fait des avancées significatives et frappe désormais plus profondément à l'intérieur de la Russie. Mais quand on examine le côté russe, ça vient du ministère de la Défense russe. Ils ont des chiffres ici qui ne correspondent pas du tout à ce que beaucoup de gens imaginent. Et ils disent que 55% des pertes infligées à l'Ukraine sont tragiques et inacceptables. Les deux camps tirent toujours principalement de la puissance aérienne et seulement 8%. Par des drones et des drones FPV, etc. Ça m'a vraiment surpris, car j'avais entendu dire que c'était l'inverse. Tout le monde le disait. C'est en réalité un pourcentage bien plus élevé dans la guerre moderne. Qu'en pensez-vous? Ces chiffres sont-ils vraiment fiables? Non, je pense qu'ils sont plutôt justes. C'est vrai, on a souvent tendance à balayer d'un revers de main tout ce que les Russes avancent, mais je crois que c'est une grave erreur. Il serait sage de jeter un œil à ces pourcentages. L'artillerie, comme tu le sais, Dan, a toujours été le grand tueur sur le champ de bataille. En 1945, lors de la conférence de paix d'après-guerre, nous avons discuté des enjeux cruciaux pour l'avenir du monde. L'armée à Bad Tolz en Bavière, George Patton a rejoint la conférence d'un pas assuré. Tout le monde était déjà assis. Presque tous les généraux étaient là, il restait juste quelques-uns qui arrivaient. Et là, ils ont commencé les débats. Et Patton s'est levé, il a dit
Eh bien, les gars, on sait tous qui a vraiment gagné cette guerre, l'artillerie. Réfléchissez un instant à ça. L'artillerie avec laquelle j'ai dû traiter. 1000 vétérans allemands de ma génération. Et quand ils évoquent les États-Unis, l'armée des États-Unis avait beaucoup à dire et ce n'était pas toujours très flatteur, mais une chose. Ils n'ont cessé de répéter que l'artillerie américaine était dévastateur, précis et réactif. C'est également, en ce moment, c'est vraiment le cas pour les Russes. Et en plus, on a quelque chose de nouveau. Appelée force aérienne, la puissance aérienne a eu un impact considérable lors de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, elle n'était pas aussi décisive que l'artillerie car son efficacité manquait de la précision requise. Aujourd'hui, c'est différent. Nous avons la capacité de frapper et d'exploiter. Puissance des missiles avec une précision redoutable. Alors, quand vous les observez, les deux premiers pourcentages, tout devient clair maintenant. Pourquoi tout le monde parle des FPVs et des systèmes sans pilote? Les munitions volantes, eh bien, plusieurs intérêts s'affrontent ici. Et je pense que les gens voient toujours ce qu'ils souhaitent voir plutôt que la réalité qui les entoure. Au dernier trimestre, je crois que les Russes ont annoncé avoir perdu 35 chars. Cela ne veut pas dire qu'ils ont été complètement détruits. Cela veut dire que ces chars sont hors d'usage. Les Russes en ont actuellement plus d'1 millier sur le terrain en Ukraine et en Biélorussie. Que disons-nous sur ces systèmes sans pilote, ces munitions volantes qui sont maintenant l'arme décisive de la guerre? Non, ce ne sont pas elles. Utiles? Absolument, mais il existe des contre-mesures sous forme de guerre électronique, manière de capter les signatures radar et de frapper avec plusieurs types d'armes avec des munitions d'une efficacité redoutable. Même quelque chose d'aussi simple qu'un fusil de chasse peut s'avérer redoutablement efficace contre ces FPV. Maintenant, certains de ces véhicules de patrouille de vitesse, FPV, ont également utilisé des fils en fibre optique pour guider ces dispositifs. Cela signifie que quelqu'un les oriente vers l'objectif. Le souci, c'est que ce n'est pas bien compliqué à piger une fois qu'on voit ce drone. Ça arrive et il y a un fil de fibre optique qui le relie à son origine. Et devinez ce qu'on utilise pour neutraliser l'artillerie du site de lancement. En d'autres termes, une fois que vous avez identifié où se trouve l'opérateur de drone et d'où les drones ont été lancés, vous frappez avec de l'artillerie. L'artillerie est d'une précision impressionnante. Du coup, ces chiffres ne sont pas vraiment étonnants. Et pour finir, il y a une tendance très malsaine et dangereuse en ce moment aux États-Unis. Forces armées. Voilà ce qu'on veut, c'est repartir en arrière. Dave Petraeus parle de la guerre de combat combinée de 1942 et nous savons où nous devons aller. À reculons avec les généraux vers des flots d'infanterie légère. Une fois, j'ai discuté avec un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui nous observait pendant l'exercice Reforgé. Il m'a dit que ce n'était pas une vraie guerre. Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu qu'il voyait tousser des chars et toute cette artillerie, mais où sont les milliers de fantassins qui marchent le long des routes? Vraiment, c'est incroyable. C'était une déduction raisonnable de sa part basée sur son expérience. Mais en ce moment, le souci, c'est que le soldat est plus vulnérable que jamais, plus facilement tué et mutilé. Et une des raisons pour lesquelles les Russes ont connu si peu de pertes jusqu'à présent, c'est que, tout d'abord, ils s'accrochent quand ils le peuvent, et pour n'importe quelle raison. Faites-le très efficacement. Mais ils sont aussi dans des véhicules blindés. Les véhicules blindés sont désormais bien protégés, que ce soit à l'intérieur avec divers types de contre-mesures, mais surtout, c'est crucial. Ils opèrent au sein d'un réseau intégré de défense aérienne et de missiles qui leur permet une efficacité redoutable. La force terrestre a en effet une protection. C'est quelque chose dont nous faisons abstraction. Et nous faisons surgir ces images de Superman avec le jetpack et l'arme laser, qui se déplacent de manière désordonnée sur le champ de bataille et remportent la bataille. Ce genre de folie amusante était à la mode dans les années 30. Nous avions des vaisseaux spatiaux, des pistolets laser et tout ça. Et puis à différents moments, divers physiciens ont dit que nous sommes sur le point de... ces pistolets à rayons, on les aura bientôt, peut-être d'ici quelques semaines. Ça ne s'est pas souvent produit et ça ne va pas se produire avant un bon moment, peut-être même jamais. Et encore une fois, personne ne voit la contre-mesure. Pour chaque mesure, il y a une contre-mesure. Il n'y a pas d'arme miracle là tout de suite. Et enfin, ça va surprendre du monde. On parle souvent de l'utilisation de la bombe atomique contre les Japonais. Nous considérons que c'est ce qui a conduit à la fin de la guerre.
Cependant, cela suscite de vifs débats, notamment à cause de l'offensive soviétique en Mandchourie en août 1945. C'est vraiment ce qui a foutu la trouille aux Japonais parce qu'ils avaient peur que les Russes franchissent la ligne. Les Soviétiques passeraient, et ce serait la fin du Japon tel qu'ils le connaissaient. Mais nous sommes quand même intervenus directement au Japon. En d'autres termes, nous n'avons pas largué une bombe, déclaré la victoire et pris la poudre d'escampette. Les Russes ne peuvent pas se permettre ça. On ne peut pas faire ça. Il faut qu'on l'accepte. Et si on n'est pas prêt à engager des troupes au sol, alors qu'est-ce qu'on attend? Ouais. Et que ce soit la guerre en Iran ou le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on aimerait que ce soit moins compliqué. On aimerait juste que nos désirs se réalisent, même si ce n'est pas le cas. C'est un des éléments qui, selon moi, pourrait nous conduire à une défaite finale. Et peut-être notre effondrement en tant que superpuissance si nous persistons sur ces sentiers obscurs. Écoute, Doug, merci d'être là aujourd'hui et de parler de ces sujets. Parce qu'on n'obtient pas ce genre d'infos de beaucoup d'autres personnes. C'est l'une des raisons pour lesquelles je tiens un combat très décoré, car c'est vraiment impressionnant. En première ligne, et tu sais de quoi tu parles. Tu l'as vécu, et tu as toujours su voir plus loin à travers tes livres. Et d'autres travaux que vous avez écrits depuis 1997 sur l'avenir de la guerre, il est impératif que nous prenions cela très au sérieux. Et aujourd'hui, un grand merci d'avoir éclairé ce sujet. Merci beaucoup. Merci, Dan. Et on vous apprécie aussi. Juste pour que vous sachiez, oh là là, ça m'avait vraiment manqué. C'est de la diplomatie à la canonnière. Ça vient d'où, Gary? Je viens de jeter un œil sur le Substack de Doug. Super, génial. Oui, je pense que les gens aimeraient le lire. Ça s'appelle Épitaphe pour la diplomatie musclée de Donald Trump, et c'est triste, mais c'est là où nous en sommes. Mais je pense qu'au fond, parfois, il faut rater pour comprendre ce qui est juste et ce qui marche. Ce qui ne marche pas, et peut-être que ça nous aidera à résoudre certains de nos autres problèmes. Qui sait? Écoute, espérons juste que le prix à payer pour ces leçons ne soit pas trop élevé, c'est ce qu'on devra faire. Et pour que vous soyez au courant, nous avons quelques autres invités vraiment très intéressants aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons avoir le professeur Morandi qui va nous donner un regard sans plaisanterie. Voici ce que le côté iranien affirme. Oubliez ce qui est souvent dépeint dans une grande partie des médias occidentaux. Nous allons écouter en direct cet après-midi à 13h le professeur Morandi de Téhéran pour faire le point sur leur situation. Et à 14h, nous aurons Scott Ritter. Il va nous donner plus de détails sur que se passe-t-il en Russie et quelles pourraient en être les conséquences. La guerre va-t-elle s'intensifier? Il va nous parler plus tard dans la journée à 14h. Merci beaucoup tout le monde et nous vous verrons dans le Daniel Davis Deep Dive. Je sais qu'on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous saturer de pub. Je n'aime pas ça. Alors, n'hésitez pas à nous rendre un peu d'amour. Abonnez-vous, aimez et envoyez-le à quelqu'un qui compte pour vous.